Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de prendre part avec nous à cette conférence débat initiée par l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le sujet de réflexion qui nous est proposé aujourd'hui, comment se portent les managers en Guadeloupe? Manifestement, la fonction ne fait plus rêver comme avant. Beaucoup de managers sont en souffrance et expriment leur mal-être, un malaise profond que la crise sanitaire et ses conséquences sur le fonctionnement des entreprises n'a sans doute fait qu'amplifier. Manager en Guadeloupe, est-ce vraiment plus compliqué qu'ailleurs? Être un manager guadeloupéen exerçant en Guadeloupe, est-ce aujourd'hui une sorte de double peine? L'actualité récente, plus particulièrement dans le secteur de la santé, a suscité bien des questionnements en la matière. Et ce n'est qu'un exemple. Il faut rappeler que l'emploi salarié en Guadeloupe représente environ 120 000 personnes, dont un peu moins de 9% de cadres. C'est de leur vécu managérial, de plus en plus contraignant et douloureux, dont il est question ce matin. Alors, plusieurs intervenants de qualité sont présents avec nous pour alimenter cette réflexion et nous apporter surtout leur expertise en présentiel ou en distanciel. C'est le cas de Madame Fabienne Alvarez, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université des Antilles. Bonjour, merci d'être là, vous êtes en distanciel. Avec nous également Madame Karen Virapin, DRH à Air Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre-Antoine Morand, directeur adjoint de la DEAL, est également avec nous en distanciel. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Madame Christelle Turlet, directrice d'agence d'Ergos Guadeloupe. Bonjour Madame. Bonjour. Jean-Jacques Houblon du syndicat CFE-CGC, normalement est en distanciel. Bonjour Monsieur Houblon, vous nous entendez? Bonjour Thierry Fendéré, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Monsieur Jacques Zozo, gérant de la boulangerie Saveur Gourmande est aussi là. Bonjour Monsieur Zozo. Bonjour. Et enfin, Bernard Vati, directeur général de l'association CAMA, qui est donc en présentiel donc dans ses locaux de l'ARACT à Jarry. Bonjour. Bonjour, merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre matinée de réflexion. Où nous allons entamer la deuxième table ronde qui nous permettra donc d'analyser plus en détail l'impact du contexte sanitaire sur la fonction et les compétences requises aujourd'hui pour continuer à performer en tant que manager. Donc de notre conférence débat, nous allons analyser plus en détail l'impact du contexte sanitaire sur la fonction et les compétences requises donc aujourd'hui pour continuer à être un bon manager. Nos invités sont les mêmes, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Le contexte sanitaire, on l'a dit un petit peu en filigrane en première partie, a impacté fortement les habitudes de travail, quelles que soient les structures, qu'elles soient de grande taille ou de petite taille. Comment avez-vous géré jusqu'ici, puisque nous ne sommes pas encore, hélas, sortis de cette crise, comment avez-vous géré donc cet impact sur vos activités, sur la gestion de vos équipes? Jacques Zozo, on commence par vous, gérant de boulangerie. Bien, alors, il est vrai que nous faisions partie des entreprises qui avaient autorisation à ouvrir. C'est vrai que la mise... on sait qu'il y avait une grande incertitude tout au début, le problème de masques, les problèmes de gel hydroalcoolique. Donc, déjà, l'approvisionnement, c'était tout un problème. Il fallait mettre en place le process pour permettre aux clients d'être au magasin, donc organiser un sens de la file. Donc, ça a demandé du travail, de la réflexion, surtout d'aller s'informer et de manière à faire, mais surtout faire les bonnes choses. Et donc, après, par rapport à l'équipe, rassurer tout un chacun, puisque moi-même, nous-mêmes, nous avons la peur au ventre. Oui.
de rassurer tout un chacun que bon, il faille travailler, continuer notre mission vis-à-vis de la clientèle. Donc, mettre des choses en place de manière à pouvoir rassurer le personnel, mais aussi pouvoir travailler en toute quiétude. Très bien. Bernard Vati. Oui, donc ce contexte est compliqué, hein, comme vous le savez, je l'apprends à personne. Nous, de notre secteur, qui est le secteur médico-social, on a accompagné des personnes en situation de handicap dans des établissements et le personnel qui accompagne tous les jours ces usagers a une peur qu'il faut réussir à canaliser, la peur d'avoir un cluster dans l'établissement, la peur d'avoir des personnes qui soient atteintes, qui sont déjà fragiles et ne pas les fragiliser un peu plus, la peur de pouvoir également attraper ce virus au sein de l'établissement, le ramener à son domicile. Donc c'est tout un contexte anxiogène qu'il faut gérer au quotidien. On avoue que bon, tous les protocoles ont été mis en place, il a fallu expliquer, il a fallu effectivement accompagner les personnes. Et bon, en tout cas, on a eu des collaborateurs de bonne volonté qui, visiblement, ont répondu à toutes les consignes et on n'a pas eu, effectivement, à déplorer, en tout cas, de clusters dans les établissements avec l'atteinte des usagers et l'atteinte des personnels n'a pas été non plus quelque chose qui s'est propagé au point de créer, en tout cas, une anxiété pas possible. Mais le souci, après avoir passé toute cette période qui est compliquée, hein, qui dure maintenant plus de 18 mois, on a aujourd'hui l'obligation vaccinale qui a été posée par la loi du 5 août dernier et qui vient être une difficulté complémentaire. Les personnes, effectivement, se disent avoir passé toute cette période où, effectivement, on n'a pas développé de cluster, on n'a pas été malade et aujourd'hui, pour continuer à travailler, on nous demande effectivement d'être vacciné. Donc, vous avez effectivement dans toute les conflits sociaux que vous savez aujourd'hui qui sont dans le département, des personnes qui ont fait des choix personnels d'accepter de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner. Comment gérer ces personnels dans les établissements? Comment gérer cette question de l'obligation qui arrive avec des échéances qui ont été repoussées plusieurs fois? Donc, ça vient compliquer la chose. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est dans une gestion compliquée où savoir est-ce qu'on a les effectifs nécessaires pour continuer à accompagner avec des effectifs à jour de la vaccination et les cadres dirigeants se retrouvent entre quelque part le marteau et l'enclume. On a des instructions et une loi qui est là et là on a du personnel sur le terrain qui soit sont d'accord, soit sont pas d'accord, et vous devez respecter le choix de chacun. Il n'est pas question de créer des conflits au sein des établissements, au sein des personnels pour pouvoir encourager les uns ou décourager les autres. Donc cette gestion-là doit se faire en prenant en compte l'intérêt primordial des personnes accompagnées. Donc aujourd'hui, le cadre dirigeant se retrouve dans cette question-là où lui doit pouvoir gérer ses antagonismes et permettre que, en tout cas, la mission principale de l'établissement soit accomplie. Donc on est dans quelque chose d'assez compliqué, qui se passe bien dans certains établissements, qui se passe moins bien dans d'autres, mais là également, donc on ne peut pas, dans ce contexte-là, prendre position et on est tenu de gérer l'ensemble des ressources avec la volonté surtout d'accompagner au mieux les usagers qui nous sont confiés. Très bien, merci pour votre retour d'expérience. Je me retourne à présent vers Jean-Jacques Houblon, qui représente la CFE-CGC, sur l'impact de ce contexte sanitaire sur la pratique quotidienne des managers en Guadeloupe. Jean-Jacques Houblon. Bien évidemment, comme on l'a dit déjà dans les propos précédents, l'adaptation constamment. Et c'est vrai, c'est très difficile puisque au quotidien, quand on a en plus, ça fait écho, je ne sais pas si vous pouvez vous séparer. On vous entend bien. En plus la peur, parce que évidemment, ne maîtrisant pas ces choses-là, le manager a en plus la peur pour ses équipes aussi. Alors donc, nous, par exemple, moi je vois là où je travaille à Pôle emploi, on a eu la chance d'avoir beaucoup de télétravail, donc ils se sont adaptés. Et le plus important, c'est qu'effectivement, et on a parlé sur les points précédents de confiance, quand la confiance est installée, on a pris le temps de construire la confiance, pour passer ces moments difficiles, c'est beaucoup plus facile.
Et je crois que bon, plusieurs intervenants l'ont dit, hein, donner du sens, être en confiance avec ses collaborateurs, faire confiance à ses collaborateurs. Quand il y a cette facilité-là et que les échanges se font de manière fluide, eh ben, quand on a une difficulté comme ça, aussi dure soit-elle, ben, le manager arrive à travailler. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que c'est tous les jours qu'il faut s'adapter. Hein. C'est comme pour le gouvernement aussi, pareil, avec, par rapport à la situation. Mais c'est vrai que ça reste relativement compliqué pour faire avancer, parce que bon, ben, faut penser à la question sanitaire, mais en même temps, en parallèle, il faut penser aussi à l'atteinte des objectifs. Donc là, faut réussir à trouver le juste équilibre, et ça, c'est pas évident. Et sans compter que nous, en tant qu'organisation syndicale aussi, ben, on veut veiller, faire en sorte que au niveau direction, qu'ils puissent mettre en place les protocoles sanitaires pour sécuriser en tout cas, autant que faire se peut, la sécurité des salariés. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Les choses sont pas faciles, mais pour autant, je pense que aussi bien au niveau des managers qu'au niveau des organisations syndicales, on arrive à avancer ensemble, au moins sur ce point-là. Quand il arrive qu'il y a beaucoup de difficultés sur d'autres points, mais au moins sur ce point-là, les choses arrivent à avancer parce que c'est pour le bénéfice des deux, en fait. Donc, au moins là, on peut dire que dans ce sens-là, l'intelligence collective fonctionne très bien. Parce que là, effectivement, il y a une participation des deux. Et il y a aussi, paradoxalement, et ce qui est bien, peut-être plus d'écoute, parce que c'est une situation inédite. Et contrairement sur d'autres sujets où quelquefois, bon, le cadre peut considérer que la vérité, c'est lui, là, c'est pas le cas. Donc, il est peut-être plus à l'écoute, ce qui permet de trouver des voies et moyens permettant d'avancer sur le sujet. Très Mais bien. c'est vrai que c'est pas simple. Merci. J'en ai terminé. Merci à vous. Le secteur aérien a été, et encore beaucoup moins, fortement impacté par cette crise sanitaire. Vous avez dû gérer cela, hein, à Air Caraïbes singulièrement. Madame Virapin. Nous gérons encore. Et on a également peur de l'avenir, puisqu'on parle aujourd'hui de cinquième vague. Ouais. Oui, on a dû s'adapter, puisque c'était vraiment de l'adaptation avec, comme tout un chacun, l'arrêt de l'activité de façon rapide. Ouais. Comme vient de dire Monsieur Houblon, une situation inédite sur laquelle on n'avait pas des solutions toutes trouvées d'avance. On a dû s'adapter et donc mettre en place du télétravail pour ceux qui pouvaient et qui devaient le faire pour permettre la continuité au moins de la stratégie de l'entreprise. On en a parlé aussi dans les échanges, faire face aux arrêts, aux absences du personnel pour des raisons de fermeture d'école, de garde d'enfants. Enfin, c'était vraiment pas simple. Et ça continue puisqu'on a souvent des décalages entre les décisions, les décisions législatives et l'application dans les sociétés. Donc, il faut tout le temps qu'on arrive à s'adapter. Et ça demande aux managers davantage des compétences qu'on a déjà évoquées, oui. Davantage de proximité, davantage de communication, davantage d'empathie. Pour pouvoir trouver des solutions ensemble, individuelles souvent, et pour le collectif. Très bien. Voilà. Pierre-Antoine Morand, même question. Comment vous gérez donc ce contexte sanitaire au niveau de la DEAL, au niveau du management à la DEAL ? Oui, alors l'année 2020, ça a été une année particulièrement marquée par des échanges importants avec nos représentants du personnel. Donc, on a eu 7 ou 8 CHSCT extraordinaires ou ordinaires sur l'ensemble de l'année. Ça a été la mise en place d'un plan de continuité d'activité ou son actualisation,
et puis un recours massif au télétravail. Alors, la chance qu'on a par rapport à certains collègues, notamment certains autres services, notamment la préfecture, c'est qu'on avait déjà mis en place le télétravail dès 2018 avec une charte du télétravail. Donc, on avait déjà des agents qui étaient normalement équipés pour exercer une partie de leur mission en télétravail. Donc, ça nous a facilité, ça a aidé. Mais on a poursuivi le déploiement du télétravail assez rapidement dans les premiers mois, on va dire, de la crise sanitaire, pour augmenter la mise en distanciel d'agents. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a malgré tout un besoin de retour au collectif. Les premières enquêtes qu'on a, c'est que le télétravail, oui, c'est bien, c'est important, mais il faut qu'on fasse évoluer notre dispositif, parce que il y a une demande quand même de la part des agents et du personnel de retrouver un petit peu du collectif. Je pense que les agents qui ont subi le télétravail sont aujourd'hui contents, on va dire, de pouvoir revenir en présentiel et de retrouver surtout du collectif. Donc, le travail actuel, il est sur la création d'une charte des temps, d'une charte de qualité de vie au travail, pour justement trouver le bon équilibre entre le télétravail et le travail en présentiel. Parce que pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de donner du sens, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de se réserver des temps d'échange en collectif. Donc le travail, c'est très bien et c'est une évolution naturelle quand les missions permettent d'exercer les activités en télétravail. Mais il faut l'encadrer, il faut trouver le bon équilibre, parce que être en permanence isolé, c'est pas bon non plus, et donc il y a besoin d'avoir des temps d'échange en collectif. Donc on travaille sur cet équilibre-là aujourd'hui entre le télétravail et les temps d'échange en collectif. Justement, comment ce retour en présentiel s'est-il géré, particulièrement à la DEAL? On posera la même question pour Air Caraïbes également. Pour les autres activités, bon, c'est moins évident, puisque le travail en équipe a continué, mais vous, à la DEAL, dans l'administratif pur, comment ce retour, j'allais dire presque à une vie normale, s'est-il géré? Alors ça s'est géré en plusieurs phases, hein. Ça a été des phases qui ont alterné, on va dire, de la mise en distanciel massive, un retour progressif en présentiel, puis à nouveau du distanciel au gré des différentes vagues au cours de l'année et demie ou des 2 ans qui se sont écoulés. Donc on n'est jamais, même jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas encore revenu à une situation totalement normale, on va dire, dans le cadre d'un retour au droit commun. Et on était toujours avec ceux qui le pouvaient, d'une certaine manière, exercer leur mission en télétravail au-delà de ce qu'on qualifie du droit commun, c'est-à-dire de ce qu'on autorisait jusqu'à présent, c'est-à-dire on limitait le télétravail à 2 jours par semaine. Donc les choses ont évolué aujourd'hui, mais ça s'est géré par des échanges réguliers, des échanges en CODIR, des échanges avec les représentants du personnel et des messages transmis à l'encadrement pour donner des tendances et des évolutions sur plusieurs semaines pour progressivement revenir à la normale, ou au contraire renvoyer massivement des agents en distanciel. On avait de notre côté des injonctions fortes de la part de notre administration centrale pour aussi maintenir un certain pourcentage d'agents en distanciel. Donc, on se devait de respecter et de suivre, on va dire, de monitorer ces aspects-là pour assurer un suivi précis et régulier du taux d'occupation, on va dire, de nos locaux. Très bien. Karen Virapin, manager la performance à distance, pas évident. Non, pas évident, parce qu'on n'avait pas anticipé sur le télétravail déjà sur nos métiers, parce qu'en plus on n'a pas que des métiers qui sont possibles en télétravail. On a quand même tous les métiers d'exploitation en lien avec les aéroports, on ne peut pas faire de télétravail. Et il s'avère que les fonctions support, elles sont souvent en déplacement auprès de cette exploitation pour pouvoir exercer. Donc il n'y a qu'une petite partie finalement de personnes qui pouvaient faire du télétravail. Et on a dû faire avec toutes les difficultés. Là, c'est purement les contraintes au niveau Guadeloupe de connexion Internet. Ah bah oui. Donc, on a eu ça aussi, de personnes qui
on sait, on a cette confiance du fait qu'ils peuvent travailler à distance au niveau du métier et de la configuration. Mais bon, si on est dans des régions où on n'a pas de connexion Internet, ça fait que de façon naturelle, hormis dans le premier confinement, de façon naturelle sur les autres vagues de l'épidémie, on procédait plus par des roulements, mais on faisait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un de présent à minima dans les services, et il n'y a pas eu de période où il n'y avait personne. C'était important pour tout le monde de pouvoir faire ce roulement, sauf ceux qui avaient des contraintes, parce qu'on s'est adapté aussi de façon collégiale. Si on avait, on a eu ça, on a aussi des parents seuls qui n'ont pas de possibilité de faire garder leurs enfants, avec les écoles qui étaient encore en distanciel, en plus avec des personnes qui ne peuvent pas garder les enfants encore du fait de l'épidémie. Bon, ben, si dans l'équipe il y a une personne qui nous dit que ça l'arrange d'être en télétravail ou en activité partielle, parce qu'on a aussi utilisé ce dispositif, de façon collégiale, on lui accorde cette possibilité. L'objectif étant de traverser la crise en permettant à chacun de s'y retrouver. Très bien. Merci à vous. Bernard Vati, de votre point de vue, la crise a vraiment fragilisé les managers, tous les managers? Je pourrais parler essentiellement pour le secteur dans lequel on se trouve, nous, le secteur social et médico-social. Cette crise a fragilisé, on ne peut pas dire de fragiliser, on va dire surtout quelque chose de compliqué, d'inédit, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, avec cette obligation vaccinale, on a du mal à trouver effectivement des équipes qui sont tous d'accord pour se faire vacciner, des équipes complètes qui puissent encadrer qualitativement les usagers. Nous, on a la difficulté, effectivement, d'avoir des usagers qui sont présents dans notre établissement, donc en internat. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sortent de leur domicile et qui arrivent. Ils sont là, il faut les gérer au quotidien. Donc, ces personnes sont là, il faut les gérer au quotidien. Donc, il faut un effectif qui permette de les gérer. Donc, l'effectif en question est partagé comme toute la population aujourd'hui sur la question vaccinale. Donc, trouver l'effectif habituel pour pouvoir gérer et accompagner ces personnes qui angoissent de ne pas pouvoir retrouver également les accompagnateurs habituels, qui angoissent de ne pas pouvoir retourner en famille, parce qu'il a fallu gérer ces questions aussi de sortie en famille, de visite dans l'établissement. Donc, des personnes qui se sont retrouvées à un moment donné isolées, ne pas pouvoir revoir la famille, ne pas pouvoir revoir l'ensemble des personnes qui ont l'habitude de voir quand ils dans une vie normale. Donc, les managers devaient prendre en compte toutes ces questions-là, et comment insuffler de la motivation à tous pour continuer, faire des réunions de crise de façon régulière pour pouvoir faire le point, savoir comment avancer le fonctionnement des établissements, comment mettre en place un plan de continuité d'activité, comment redonner de la chaleur aux usagers qui étaient sur place, comment faire le lien avec la famille par vidéo, WhatsApp ou autre, de façon à ce que la famille soit rassurée aussi sur la bonne santé de leurs enfants. Donc là, le manager devait anticiper un certain nombre de choses et se retrouver en permanence à construire avec les équipes pour pouvoir assurer une continuité, parce que là, la question il n'y avait pas de recette, tout trouvé, donc il fallait construire en permanence des solutions pour permettre en tout cas à ces équipes de poursuivre. Et on a pu poursuivre l'accompagnement de ces personnes de façon correcte, puisqu'on n'a pas eu de catastrophe dans les établissements. On a eu des ressources inimaginables de nos personnels qui ont inventé des solutions pour pouvoir accompagner au mieux les usagers présents. Donc voilà, on a découvert là aussi des capacités nouvelles de nos collaborateurs, et on a dû faire preuve d'imagination pour pouvoir assurer une continuité d'activité dans ces établissements. Donc, fragiliser, oui, je dirais, dans le doute, dans certains moments, mais là aussi dans une capacité d'invention formidable qui a permis jusqu'à aujourd'hui que nos activités se soient maintenues.
Très bien. Avec ce que nous vivons depuis 2 ans maintenant, quelles compétences doivent être mises en avant par les managers aujourd'hui pour encore s'adapter, tout en sachant que, j'allais dire, plus rien ne sera comme avant, parce qu'il y a peu de chances que nous retrouvions, je dirais, que ce soit dans les pratiques managériales, que ce soit dans la gestion des équipes, la vie antérieure à cette émergence du Covid. Karen Virapin. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, c'est encore plus de communication, de transparence, de disponibilité. On a beaucoup entendu le mot bienveillance et pour moi, il a tout son sens, puisqu'il faut le faire de façon spontanée et sincère. Donc l'adaptabilité forcément, mais aussi l'agilité. On parle beaucoup aujourd'hui d'agilité du manager qui consiste à créer de façon innovante des petits ponts intermédiaires. Ouais. Donc c'est avancer en douceur, s'adapter aux situations en douceur pour créer la cohésion et encore plus de liens. Donc ce sont toutes les compétences qui pour moi sont devenus font partie du quotidien. Et l'échange en permanence, on parle de communication, mais c'est vraiment l'échange libre, des moments de discussion instantanés, pas forcément institutionnels, tant avec... Il faut sortir du cadre formel. Des fois. Complètement, Monsieur Morand l'a dit, avec les représentants, c'est tout le temps. On n'attend pas une réunion, un ordre du jour pour évoquer un sujet. Avec les salariés, c'est pareil. Avec les managers, c'est pareil. On va pas attendre une réunion cadre mensuelle pour évoquer des sujets. Donc, il faut vraiment cette disponibilité et ça, c'est encore plus compliqué pour le manager parce que la disponibilité, elle est vraiment large. Mais c'est ce qui va faire la différence au final pour l'écoute active, en tout cas. Très bien. Christelle Turlet, votre avis sur le sujet, sur les compétences qui doivent être mises en avant aujourd'hui par les managers? Il faut vraiment être aujourd'hui agile et, comme elle m'a dit ce matin, est disponible, être à l'écoute de cette équipe. Moi, c'est vrai que je gère tant une équipe que je gère aussi des intérimaires sur le terrain. Donc, c'était compliqué aussi, pour revenir un petit peu par rapport à la crise, de pouvoir les motiver à aller en mission, puisque moi, j'ai une spécialisation grande distribution où toutes les structures étaient ouvertes et on a fait beaucoup appel des intérimaires, donc il a fallu les motiver, leur montrer qu'on n'était pas du tout en distanciel, mais avec mon équipe, on a vu qu'il fallait rester en présentiel de façon à pouvoir toujours être à côté de l'intérimaire qui peut-être a une crainte d'aller en mission, le motiver, savoir que nous aussi, on laissait notre cocon, notre chez nous, pour pouvoir venir en agence, les voir, leur remettre des EPI. Et pour moi, la disponibilité et l'écoute font partie aujourd'hui des notions fortes du manager et pouvoir, je le dis encore, le motiver tant son équipe que pour nous, avec cette particularité d'intérim, leur montrer que vous y allez, mais nous aussi, nous sommes à côté de vous. On ne vous envoie pas dans une situation où on se dit, bon, ben, c'est pas grave, ayez le Covid. Non, pas du tout. Il a fallu aussi qu'on maintienne un chiffre d'affaires, on a des objectifs, mais les encourager, demander aux structures de respecter le protocole, nous rassurer que la sécurité était mise en avant, se rassurer aussi de la notion de délégation. Donc, j'avoue que c'était très bousculant. Ça a changé nos habitudes, ça a changé l'habitude de mes équipes. Il a fallu entendre tant l'équipe que l'équipe sur le terrain, entendre, écouter. Et c'est vrai que ça vous change. Moi, en tout cas, ça m'a changé ma vision de manager. Ça m'a changé ma vision de manager. Très bien. Merci à vous, Christelle Turlet. Il est largement temps de conclure à présent. Nous sommes ensemble depuis près de 2 heures. Et donc, il revient à Madame Fabienne Alvarez donc, de conclure et de nous faire la synthèse de nos échanges depuis le début de cette conférence débat. Madame Alvarez, c'est à vous. Merci. Alors, je prendrai la liberté de ne pas synthétiser tout ce qui a été dit parce que les débats étaient très riches. J'ai retenu plutôt quelques mots-clés qui me semblent avoir fait consensus. D'abord, pour dire que ce moment-là qu'on a partagé, je le trouve très intéressant du fait de la diversité des profils des intervenants
et du fait de la variété des expériences, des niveaux hiérarchiques, des situations managériales. Et je pense que ça peut être une première clé de lecture, qui est que les managers et les entreprises ont tout à gagner à profiter de la richesse de rencontres dans la diversité. Ça veut dire, parfois, ça peut être intéressant de monter des groupes de travail transversaux avec des personnes qui viennent de différents services, départements, métiers, voire même des fois des groupes d'échange où on va avoir des niveaux hiérarchiques différents pour enrichir finalement la représentation et la perception de chacun. Ça, ce serait mon premier point. Après, les mots-clés, je vais reprendre le dernier qui vient d'être dit, c'est celui d'agilité, autour de la capacité à conduire le changement, pas juste de la gestion du changement et des opérations, des processus, mais vraiment conduire au sens d'accompagner les équipes, s'adapter, anticiper dans l'incertitude. Le deuxième mot que j'ai envie de reprendre, c'est celui de sens, au sens de donner une direction à la fois à l'entreprise et aux équipes, même si le cap est amené à changer plus fréquemment. Donner de l'action, du sens aux décisions, c'est-à-dire développer cette capacité d'expliquer, de faire de la pédagogie finalement, prendre ce temps-là, et puis donner du sens, faire vivre les valeurs collectives. Le troisième terme qui m'a marqué en tout cas, c'est celui d'écoute. Pour les managers, c'est bien entendu être à l'écoute de ce qui est dit, mais aussi développer cette capacité à entendre ce qui n'est pas dit par les collaborateurs, parce que les gens qui sont en difficulté ne l'expriment pas souvent. Et pour faire ça, le manager a besoin de développer sa bienveillance, son sens de l'observation et son intuition. Je dirais ensuite la communication, la capacité à dire les choses de manière constructive. Et là, c'est prendre le temps finalement, parce que c'est pas juste c'est super, c'est bien, t'étais génial. Ces expressions-là, elles ne portent aucun contenu, mais c'est être capable vraiment d'avoir une communication qui soit explicite sur les compétences mobilisées, sur ce qui a été mis en œuvre et qui a été apprécié, sur les éléments de comportement ou de pratique professionnelle qui gagneraient à être modifiés. La communication, c'est aussi savoir demander de l'aide et préciser ses besoins, exprimer ses besoins. Ensuite, la notion de confiance, qui est finalement la capacité, soit en tant que manager, à se sentir en sécurité, donc à se créer des conditions pour se préserver aussi, et puis la capacité à préserver la sécurité de ses collaborateurs. Et je terminerai par la gestion des émotions. Plusieurs intervenants ont souligné l'importance de rassurer les équipes, de rassurer les collaborateurs. Et donc, vraiment, on est dans une situation où l'arme de guerre aujourd'hui qui nous est projetée en pleine face, c'est la peur. La peur, c'est d'abord une émotion, et cette émotion, si elle n'est pas bien reçue, si elle n'est pas bien digérée, etc., elle fait des dégâts. J'allais dire, l'image qui me vient, c'est vraiment ces balles qu'on tire et les obus qui font des tas d'éclats. Et donc, la capacité à gérer ses émotions pour un manager et aussi à accompagner celles de ses collaborateurs. Il y a des gens qui ont perdu des proches. Il y a la peur, quand elle n'est pas traitée, elle peut se transformer en agressivité. Dans les entreprises, il y a ça parfois. Donc, la colère, l'agressivité, ce n'est pas juste forcément ça. Ça peut aussi témoigner d'une difficulté à exprimer sa peur ou sa tristesse, tout simplement. Et donc là, c'est éviter l'effet cocotte-minute dans les entreprises en pensant que les problèmes vont se résoudre tout seuls avec le temps. Ce n'est pas le cas. Et puis, voilà, donc l'invitation finalement, c'est, j'ai bien aimé le terme de M. Vati, la capacité d'invention. Le manager qui est invité à se réinventer, à se renouveler, à se repenser et à innover dans ses pratiques, ce qu'on appelle en management développer une plus grande maturité professionnelle et dans le langage des coachs, grandir, développer sa croissance personnelle et se développer personnellement et professionnellement pour plus de bien-être finalement, en tout cas moins de mal-être, plus de bien-être, moins de souffrance et plus de sérénité dans le travail. Très bien. Que ces mots font du bien
et nous conduisent, et nous invitent à être optimistes, Karen Virapin. Merci, Madame Alvarez. L'exercice n'est jamais évident, hein, de ramasser 2 heures de débat brillantissime. Merci à vous. Karen Virapin, optimisme? Complètement. C'était mon mot du début en disant qu'il y a des managers qui sont optimistes et j'en fais partie. Et avec la synthèse de Madame Alvarez, je continuerai d'œuvrer en ce sens. Je pense qu'il y a vraiment des solutions à tout, en étant encore plus proche et en s'écoutant déjà soi-même pour écouter les autres. Très bien. Bernard Vati, le mot de la fin pour vous, votre conclusion. Ben oui, dans notre fonction, si on veut continuer à exister, on a une dose d'optimisme qu'il faut garder. On ne devient pas, on n'est pas manager par une formation, on le devient par l'expérience et par la confrontation avec nos équipes au quotidien. Donc, on finit pas d'être manager, on continue à l'être quotidiennement. Il faut, dans nos sociétés d'aujourd'hui, avec des égos démesurés, il faut savoir être humble. L'humilité aussi peut nous aider à évoluer dans notre métier, à prendre en compte, à savoir écouter. Écouter, c'est pas seulement entendre ce que dit l'autre, mais c'est vraiment prendre la dimension émotionnelle de ce que peut avancer l'autre pour comprendre comment l'aider à mieux se porter, comment l'aider à avancer et comment nous aider à être à sa portée. Donc c'est tout ça le quotidien du manager. C'est quelque chose qu'on apprend en permanence et qu'on ne finit pas d'apprendre. Alors si effectivement on prend des coups en permanence, les coups, s'ils ne sont pas accompagnés, hein. Comment ? Ça forme. Si on ne sait pas se faire accompagner pour pouvoir y résister, on sombre. Si on sent qu'on sombre, il faut savoir tenir des perches qui nous sont tendues de temps en temps pour pouvoir résister et rester en surface. Très bien. Jacques Zozo ? Oui, on reste positif pour l'avenir, mais surtout beaucoup d'adaptabilité et le faire ensemble. Très bien. Christelle Turlet, votre mot de la fin? Donc moi, c'est vrai que pour moi, l'optimisme et la motivation font partie des valeurs. Donc je ne recevrai pas, malgré la difficulté, de baisser les bras. C'est un choix personnel comme manager d'être cadre de proximité. Donc, je veux rester optimiste. Je veux aussi que mes équipes se rendent compte qu'ils ont un manager optimiste. Il y a des difficultés, certes, mais on peut, alors je ne veux pas dire on fait fi de cela, mais en revanche, on peut dépasser certains événements pour aller chercher le meilleur. Donc moi, je veux rester optimiste et je veux rester dans la motivation et pouvoir évoluer et grandir dans ce monde. Très bien. La parole à présent à Jean-Jacques Houblon de la CFE-CGC. Votre mot de la fin. La CFE-CGC est content d'entendre les différents managers dans leur expression. Donc, ça prouve bien que, en tout cas, les managers de la Guadeloupe sont sur la bonne voie, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Donc, on peut rester résolument optimiste et se dire que, de toute façon, l'avenir sera toujours meilleur pour nous. Merci. Merci à vous. On termine notre tour par Pierre-Antoine Mourant de l'ADEAL, directeur adjoint de l'ADEAL. Ouais. Écoutez, mot de la fin, le collectif, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, on est une structure relativement importante avec un turnover important également. On a, au cours des 2 dernières années, des agents qui sont partis à la retraite, des nouveaux arrivants, etc. Et en fait, il y a des gens qui se sont quasiment jamais croisés, certains. Donc, c'est important aussi, dans nos organisations, de retrouver des moments pour de l'échange en collectif, des moments un peu team building, comme on dit, pour physiquement partager des choses. Je pense que le Covid, l'être humain, on l'a dit, le manager, on l'a dit, est avant tout un être humain, et le Covid a pas mal déshumanisé nos rapports avec les gestes barrières, etc. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver un petit peu d'humanité, je pense, dans nos relations professionnelles. Et donc, le collectif doit nous y aider.
et on essaye de mettre en place des petites actions à nouveau maintenant que la fenêtre de tir nous le permet. Pour fêter, par exemple, juste avant de venir vous rejoindre, ce matin, on a organisé une petite cérémonie pour célébrer un petit peu nos retraités de l'année 2020-2021, des agents qui sont partis un peu sur la pointe des pieds, qui n'ont pas pu organiser de pot de départ, etc. C'est des petites choses, mais c'est des choses extrêmement importantes pour aussi reconnaître la qualité des agents, la qualité du travail accompli au cours de 42, 43, 44 ans de carrière, et partir comme ça sans pouvoir organiser quoi que ce soit, c'est des choses difficiles. Donc moi, je voudrais terminer là-dessus sur effectivement, ça a été dit, sur une volonté d'optimisme et sur le besoin de remettre en place des actions petites, moyennes ou grandes en matière de collectif pour justement contribuer à donner du sens à nos organisations et à nos missions. Merci à vous, Pierre-Antoine Morand. Merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont pris part à cette conférence débat autour du thème « Comment se portent les managers en Guadeloupe ». Merci à vous de nous avoir suivis depuis le début de cette conférence débat. Merci à l'ensemble des équipes techniques de Jean-Marc Dulis qui ont permis la réalisation de ce webinaire et à l'ARACT pour la confiance accordée. On vous dit à très bientôt donc pour de nouveaux rendez-vous organisés par l'ARACT.